Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être parmi vous dans cette journée des encéphalites chez l'enfant. Et ma présentation portera essentiellement sur le rôle du laboratoire de bactériologie-virologie dans le diagnostic des encéphalites de l'enfant. On parle notamment des encéphalites infectieuses. Donc, elle va porter surtout sur les principaux outils dont le laboratoire dispose et l'utilisation optimale de ces outils. Et pour les utiliser d'une façon optimale, il faut connaître leurs performances et aussi leurs limites. Et il y a aussi les pièges d'interprétation, quelques pièges d'interprétation qu'on va voir durant cette présentation. Donc, un peu de contexte pour commencer. Bien sûr, l'encéphalite constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. Bien sûr, on dit souvent « time is brain », donc c'est une urgence vitale qui doit susciter l'intervention, que ce soit thérapeutique, que ce soit diagnostique, et c'est là où le laboratoire fait son rôle pour déterminer l'agent étiologique. Bien sûr, le laboratoire, aujourd'hui, il occupe une place centrale grâce au progrès, notamment de la biologie moléculaire. Bien sûr, on a de moins en moins d'encéphalites à étiologie inconnue grâce à la PCR, grâce à les tests des approches syndromiques, des PCR multiplex détectant à la fois plusieurs agents pouvant être impliqués dans les encéphalites chez l'enfant. Donc, mais même avec cet avènement de biologie moléculaire, ces tests restent limités. Ce ne sont pas des tests qui sont parfaits. Et donc, il faut bien sûr comprendre un peu... comprendre bien sûr les performances et les limites de chaque technique afin de mieux interpréter le résultat et d'optimiser la prise en charge. Bien sûr, il faut aussi connaître un peu les particularités de chaque étiologie, de chaque virus. C'est ce qu'on va aborder lors de cette présentation. On va voir virus par virus, les étiologies les plus impliquées dans les encéphalites et l'interprétation de leur diagnostic microbiologique. Donc, un petit aperçu sur la démarche diagnostique chez nous au laboratoire. Bien sûr, la suspicion d'une encéphalite motive la ponction lombaire. La ponction lombaire est réalisée, le LCR est acheminé au laboratoire. Et bien sûr, chez nous, même s'il n'y a que la demande de PCR multiplex, on lance impérativement une culture bactério-standard par réflexe. C'est-à-dire on lance jamais, oui c'est systématique, on lance jamais une PCR multiplex panel méningé seul. Parce que d'une part, il faut exploiter les éléments d'orientation, la cytologie, donc ça oriente. On ne peut pas demander une PCR multiplex sans avoir recours à la cytologie. Et on peut également, nous, quand on évalue parfois la pousse des cultures, parce qu'on peut faire un tri bactériologique le lendemain, après culture, et on voit s'il y a des éléments en faveur d'une encéphalite. Par exemple, là où on nous écrit patient hospitalisé pour troubles de conscience fébrile, et on trouve peut-être parfois les éléments en faveur d'une encéphalite, on trouve une formule lymphocytaire, c'est-à-dire le laboratoire peut lancer un test réflexe. On lance une multiplex de notre initiative et parfois, le clinicien demande une PCR multiplex et la PCR se trouve déjà effectuée. Donc, le laboratoire peut parfois anticiper ces choix de PCR multiplex. Donc, bien sûr, il y a l'analyse du LCR, il y a les examens conventionnels, il y a l'examen direct, il y a la cytologie qui peut orienter
dans la plupart des cas d'encéphalite, on aura une formule lymphocytaire, une pléocytose lymphocytaire, mais parfois, ça peut manquer. On peut avoir des encéphalites avec agents identifiés, mais sans pléocytose. Parfois, on peut avoir même une formule APNN. Ça existe dans quelques cas d'entérovirus, ça existe dans quelques cas d'encéphalite herpétique débutante. Donc, c'est des éléments d'orientation qu'on prend en compte et on associe bien sûr une culture bactérienne pour éliminer toute étiologie bactérienne qui peut expliquer parfois l'encéphalite. Bien sûr, il y a le volet biologie moléculaire. Le laboratoire aujourd'hui dispose de panels multiplex syndromiques. Donc, il permet de détecter plusieurs agents infectieux dans une seule PCR et ça peut durer que 2 heures pour rendre le résultat fiable. Donc, on commence par la première étiologie des encéphalites chez l'enfant, c'est l'herpès simplex virus. Donc, c'est un virus qui est impliqué dans la plupart des cas des encéphalites infectieuses. Et ça donne un exemple là où la PCR a pu montrer son intérêt historiquement, parce que là, c'est une étude fondatrice en 1995 qui a comparé la biopsie cérébrale qui était le gold standard à cette époque à la PCR. Et la PCR a permis de trouver une bonne sensibilité, une sensibilité de 98% avec une spécificité aussi élevée. Et la PCR est devenue l'examen de référence pour le diagnostic de l'encéphalite herpétique. Mais même si la sensibilité est élevée, parfois cette sensibilité peut manquer. Et notamment lors du début de l'infection, lors des 3 premiers jours. Parce que parfois on peut avoir la réplication virale limitée au sein du parenchyme cérébral et avec un faible relargage d'ADN au niveau du liquide céphalorachidien. Dans ce cas, on peut avoir des faux négatifs. Donc, cette étude ici montre que c'est une cohorte multicentrique française dans la réanimation adulte. Donc, elle a trouvé que 4% des patients qui ont une encéphalite herpétique confirmée présentaient une PCR initialement négative dans le LCR. Et que la plupart de ces patients présentaient également des symptômes dans une durée qui ne dépasse pas 72 heures. Et la majorité aussi n'avait pas de pléocytose. Donc, une absence de pléocytose, une infection débutante, ça peut favoriser des faux négatifs de HSV1. Donc, la plupart des recommandations convergent vers l'obligation de refaire la ponction lombaire 3 à 7 jours lorsque la suspicion persiste, c'est-à-dire lorsqu'on a des éléments radiologiques, cliniques en faveur et lorsqu'on ne peut pas déduire une autre étiologie. Dans ce cas, il faut impérativement refaire la PCR dans 3 à 7 jours parce que ça peut parfois, dans certaines situations, récupérer le diagnostic, même si l'acyclovir est démarré. Ça peut donner des positifs même lors du démarrage de l'acyclovir, même sous acyclovir, oui. Et parfois, il y a des situations qui sont exceptionnelles. J'ai vu pas mal de case reports qui indiquent que parfois, le fait de ne pas trouver l'herpès virus simplex dans le LCR dans 2 PCR consécutives n'élimine pas complètement une encéphalite herpétique. Parfois, voilà, il faut toujours une corrélation clinique. Là, c'est l'exemple d'un patient qui a fait la première PCR, c'était négatif.
La deuxième, à distance de 3 jours, c'était également négatif. Et la troisième, après 11 jours, a donné un résultat positif. Donc, ce n'est pas une recommandation officielle, mais en se basant juste sur les case reports, on peut instinctivement dire que une encéphalite herpétique ne peut pas être éliminée, même avec 2 PCR consécutives négatives, s'il y a une forte suspicion clinique et s'il n'y a pas de détection d'un agent étiologique autre que l'HSV, bien sûr. Là, on passe à l'encéphalite à entérovirus. Donc l'entérovirus, il est impliqué également dans des encéphalites, surtout chez les nourrissons. Ça donne surtout des rhomboencéphalites. Donc ça peut, parfois dans certaines séries, l'entérovirus représenter la première cause d'encéphalite virale. Donc le diagnostic pour l'entérovirus, il est aussi simple. C'est une PCR réalisée sur LCR. Donc, elle a une bonne sensibilité. Ils sont une détection qui est optimale, mais parfois, ça peut donner également des faux négatifs. Parfois, la réplication de l'entérovirus peut être séquestrée au niveau du parenchyme cérébral et donner moins de relargage d'ADN dans le LCR, et ça peut donner des faux négatifs. Et en cas de forte suspicion d'une encéphalite à entérovirus, ce qui est recommandé, c'est de compléter un peu. Compléter par une PCR nasopharyngée, PCR dans les selles, pour essayer de détecter le virus dans sa porte d'entrée et dans sa voie de sortie, pour un peu compléter le diagnostic. Bien sûr, ça ne va pas confirmer que c'est une encéphalite à entérovirus, mais c'est des arguments en faveur qui vont aider au diagnostic. Alors on passe à l'autre étiologie des encéphalites chez l'enfant, c'est le varicella zoster virus, VZV. Donc c'est un agent aussi impliqué dans les encéphalites chez l'enfant. Et bien sûr la PCR ici, elle est aussi sensible, mais juste dans le début de l'infection, lorsqu'on a une encéphalite qui est aiguë. Mais lorsqu'on a une encéphalite qui est subaiguë, de développement subaigu notamment, généralement la consultation ne se fait qu'après une semaine ou bien 2 semaines. Et dans ce cas, on risque de ne pas détecter l'ADN viral dans le LCR. Et ce qui est recommandé, c'est de compléter avec une recherche d'IgG intrathecale. Alors on voit là la cinétique. La PCR, elle est sensible dans le début de l'infection, mais la quantité d'ADN chute drastiquement après la première semaine. Donc, d'où la nécessité parfois, lorsqu'on a des infections, des encéphalites subaiguës ou bien des vascularites, des vasculopathies à VZV, il y a l'intérêt d'associer la recherche des IgG intrathecales pour compléter le diagnostic. Les IgG. Les IgM, c'est moins spécifique. Ce n'est pas recommandé de chercher les IgM. Oui, mais ce qu'on fait généralement, c'est de quantifier les IgG intrathecales et de les comparer avec les IgG sanguins. On utilise un indice calculé, un rapport IgG LCR sur IgG sérique pour essayer de voir s'il y a une synthèse intrathecale ou pas. Bien sûr, on peut raccorder ça avec le taux d'albumine, albumine LCR sur albumine sanguin, pour trancher est-ce que ce passage est dû juste à la rupture de la barrière hémato-encéphalique ou bien c'est une synthèse intrathecale. Alors là, on passe aux étiologies d'encéphalite chez l'immunodéprimé. Bien sûr, chez l'immunodéprimé, les étiologies vont s'élargir un peu et il y a bien sûr le cytomégalovirus qu'il faut considérer. Juste pour, je l'ai ajouté juste pour préciser une nuance lors du diagnostic.
Parfois, on reçoit au laboratoire beaucoup de demandes dans le renseignement clinique suspicion d'encéphalite, ACMV. S'il vous plaît, recherchez CMV par PCR sur son total. Alors que le son total n'est pas vraiment adapté pour rechercher l'encéphalite, parce que l'encéphalite à CMV peut être compartimentalisée. Donc on peut avoir une réactivation locale du CMV dans le LCR sans augmenter dans le sang. Et on peut avoir une virémie à CMV sans causer l'encéphalite. C'est une simple infection à CMV qui ne cause pas l'encéphalite, ce qui est fréquent chez les sujets immunodéprimés. Alors, bien sûr, la détection du CMV dans le LCR doit toujours être corrélée au contexte. Parfois, on peut avoir une réactivation du CMV dans le sang et il peut franchir la barrière hémato-encéphalique pour causer des faux positifs, plus ou moins. Donc, c'est toujours une corrélation avec l'IRM et avec le contexte clinique. Maintenant, on passe à l'HHV6. C'est une cause aussi redoutable d'encéphalite virale, surtout chez les nourrissons. Donc, surtout lors des primo-infections. Bien sûr, on est tous exposés à l'HHV6, mais l'acquisition durant les 2 premières années de vie peut causer parfois une encéphalite. Généralement, l'infection se déclare par ce qu'on appelle une roséole infantile chez le nourrisson. Et ça peut parfois être compliqué de convulsions fébriles sans causer une méningite, sans causer une encéphalite. Et les encéphalites peuvent être aussi considérées lorsqu'on a des lésions sur IRM et sur... Donc, pour l'HHV6, la détection pose toujours un problème pour nous. Parce que l'interprétation, elle est délicate. Parce que lorsqu'on détecte un HHV6 sur LCR, on ne va pas savoir est-ce que cette détection est due à l'encéphalite ou bien elle est due juste à une intégration chromosomique. Parfois, parce que 1% de la population a l'ADN de l'HHV6 qui est intégré dans le chromosome. Et ça peut même être intégré dans les gamètes et être transmis verticalement à la naissance. Et ça peut donner donc des faux positifs. C'est juste pour l'HHV6. C'est une particularité pour l'HHV6. Et donc, pour trancher, malheureusement, on n'a pas les moyens, mais il y a c'est les moyens qu'on a. Mais ailleurs, ils font des techniques un peu spécialisées parce que, par exemple, ils peuvent rechercher ils peuvent faire PCR HHV6 sur les fanères. Lorsqu'on le retrouve sur les fanères, ça veut dire que c'est impérativement incrusté dans le chromosome. Ça veut dire que c'est un faux positif. Donc là, c'est une technique qu'on n'a pas développée, malheureusement, chez nous. Alors là, on passe à l'étiologie de tuberculose neuroméningée. Dans notre contexte, c'est fréquemment associé à l'encéphalite. Et le diagnostic repose sur la culture d'une part, mais elle donne une réponse retardée, peut-être 1 mois, peut-être 3 semaines. Pour la PCR, elle est rapide, bien sûr, par le gène expert généralement, mais elle manque de sensibilité. Les gènes experts de première génération, c'est-à-dire expert MTBRIF, manquaient énormément de sensibilité. C'est ce qui est démontré dans les études, dans les différentes études. Donc c'est une sensibilité qui va de 40% à 60%. L'avènement de gène expert ultra a amélioré un peu la sensibilité, mais cette sensibilité reste toujours basse parce que par définition, le LCR, il est possibacillaire dans les méningites et dans les encéphalites. Donc il ne faut pas reposer seulement sur la PCR-BK. Et c'est ça l'esprit du programme national de lutte anti-tuberculose de 2025. Donc il recommande de contextualiser
bien sûr. Parce que lorsqu'on a les signes cliniques en faveur d'une méningite tuberculeuse, d'une encéphalite tuberculeuse, avec développement subaigu, etc., la première chose à chercher, c'est une tuberculose pulmonaire associée. Et il faut réaliser la ponction lombaire. Bien sûr, s'il y a des éléments en faveur d'une méningite tuberculeuse, s'il y a une formule lymphocytaire, hyperprotéinorachie, hypoglycorachie, là, ça tombe en faveur d'une encéphalite tuberculeuse. On peut utiliser aussi le taux des adénosines des aminases, mais c'est peu spécifique. Ça peut fournir une orientation supplémentaire. On peut l'utiliser. Donc si c'est supérieur à 10 unités internationales par litre, ça penche en faveur d'une encéphalite tuberculeuse. Et si on a ces éléments en faveur, non, malheureusement non. Malheureusement non. Si ces éléments sont en faveur d'une encéphalite tuberculeuse, il faut démarrer le traitement avant même de réaliser une PCR-MTBRIF. Et en cas de PCR négatif, il faut chercher également les arguments en faveur d'une tuberculose neuroméningée, notamment les arguments cliniques, les arguments radiologiques, les arguments biologiques et immunologiques, notamment le test, le quantiférant. Ça peut aider parfois, ça peut être un argument parmi les arguments pour dire que peut-être c'est une encéphalite tuberculeuse. Et donc si oui, s'il y a ces éléments, même lorsqu'on a une PCR négative, il faut le diagnostic de tuberculose est retenu. On appelle ça une tuberculose retenue sans preuve bactériologique. C'est une entité de tuberculose. Donc, pour la tuberculose, généralement, il faut utiliser tout un spectre d'arguments pour retenir le diagnostic. La PCR ne suffit pas parce que généralement le LCR il est possibacillaire. Et des petits points clés sur les PCR, sur des encéphalites bactériennes qui sont relativement rares par rapport à tout ce qui est viral. Peut-être la listériose neuroméningée, peut-être elle a une place parmi ces bactéries. Mais généralement, la PCR porte un intérêt majeur, surtout lorsqu'on démarre le traitement probabiliste avant la ponction lombaire, parce qu'on peut trouver de l'ADN, des cadavres de bactéries, on peut le détecter par PCR, même si la culture elle est négative. Et il faut impérativement associer avec des hémocultures. C'est malheureusement le problème qu'on a dans le laboratoire. On nous envoie toujours des LCR, des ponctions lombaires, suspicion de méningite, suspicion de méningoencéphalite, et on n'envoie pas l'hémoculture. Parce que l'hémoculture, elle est intéressante dans ce contexte, surtout dans les méningites bactériennes, méningoencéphalites. Elle permet de rattraper jusqu'à 30% des faux négatifs du LCR. Donc il faut toujours associer une hémoculture à la PL. C'est impératif. D'accord ? Donc, pour conclure, la biologie moléculaire a profondément transformé le diagnostic des encéphalites de l'enfant, mais aucun test moléculaire ne doit être interprété seul. On n'interprète pas une PCR seule, c'est toujours dans un cadre clinico-radio-biologique pour essayer d'avoir le diagnostic et la prise en charge optimale de l'encéphalite. Et je vous remercie pour votre attention.